Aujourd'hui, nous allons passer une heure avec un homme hors du commun. Vous avez vu un documentaire sur des moines tibétains. C'est ce documentaire qui a changé votre vie? Bien sûr. Il faut que je rencontre ces personnes. Et bien m'en a pris, puisque c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Mathieu était un enfant très sage. C'était lui qui m'imposait sa sagesse. Mathieu Ricard a trouvé sa recette du bonheur. En additionnant les mois, j'avais dû faire 5 ans de retraite solitaire au fil du temps. Qu'est-ce que vous y faites? Je médite, j'étudie, devant 300 km d'Himalaya. Le temps prend une valeur extraordinaire. C'est un peu comme un fleuve d'or fondu qui passe tout doucement, mais qui a une valeur extraordinaire. Et c'est vrai, quand je suis là-haut, je me dis, mais pourquoi est-ce que je redescends? Mathieu, c'est un rigolo, il aime rire. Ouais. C'est un bon vivant, il est gourmand, il aime bien manger. C'est quelqu'un qu'on aime, qu'on admire et C'est réciproquement. Et cette recette, il aime la donner à tout le monde. Pour moi, c'est un guide spirituel. Un jour, j'ai eu la chance de voir un reportage de Mathieu Ricard. Je me suis dit, mais voilà l'exemple que j'aimerais suivre dans ma vie. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Merci. Merci. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous cet après-midi. Aujourd'hui, c'est un homme hors norme que nous avons voulu mettre à l'honneur dans toute une histoire. Bonjour Mathieu Ricard, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes de passage en France depuis quelques semaines. Depuis 1972, vous vivez dans un monastère à 2 heures de Katmandou. Vous repartez quand pour le Népal? Je repars le 13 février au Népal et au Tibet, pour mener à bien les projets humanitaires dont je m'occupe maintenant. Au Tibet, où il fait combien de degrés en ce moment? Là où Alors, vous allez? notre monastère au Tibet est à 3800 mètres, il doit faire moins 25. Vous avez le chauffage dans votre Non, il n'y a pas de chambre? chauffage, il y a un brasero dans la cuisine. Mais si vous avez le malheur de renverser votre tasse de thé sur la table, avant même qu'elle se soit étalée, elle est déjà gelée. Qu'est-ce que vous y faites? D'abord, je suis là devant 300 km d'Himalaya, et puis je pratique, je médite, j'étudie. Et c'est vrai, quand je suis là-haut, je me dis, mais pourquoi est-ce que je redescends? Et ce qui me fait redescendre aujourd'hui, c'est, à part la joie de voir mes amis et ma famille, et puis Et partager vous des étudiez idées. dans les livres? Vous étudiez... On étudie dans les livres tibétains, Ouais. pendant 25 ans, où vraiment je m'étais totalement immergé dans ce monde. J'ai quasiment pas lu un livre en français et en anglais. C'est pour ça dire que mon français est un petit peu rouillé. Ça va encore. Ça va encore. Alors, votre sœur Ève et votre ami Christophe André sont en coulisses. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure. En attendant, je vais vous présenter 3 de nos fidèles téléspectateurs. Ils sont installés dans le public aujourd'hui. Bonjour à tous les 3. Vous êtes, comme nous tous, curieux d'en savoir un peu plus sur le chemin de vie de notre invité. Cette émission est aussi la vôtre, donc vous n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. D'accord? D'accord. Ok. À tout à l'heure. Mathieu Ricard, est-ce qu'on a tous en nous le potentiel pour être heureux? Oui, à condition de trouver le bonheur là où il se trouve et non pas de lui tourner le dos. Il y a une phrase dans le bouddhisme, on cherche désespérément le bonheur, on lui tourne le dos. On veut éviter la souffrance et on se précipite sur elle en courant. Donc il y a une sorte d'addiction aux causes de la souffrance. C'est ça, en gros, qu'a dit le Bouddha dans son premier sermon. C'est comme nous mettons notre main dans le feu et en même temps on se dit « j'aimerais bien pas être brûlé ». C'est ça le grand drame de l'humanité. Est-ce que vous êtes tout le temps heureux? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes Vous triste? savez, mais bien sûr, mais la bon tristesse n'est pas incompatible avec notre compréhension de ce qu'on appelle bien-être. Peut-être que si on enlevait le tiret, parce que bien-être, ça fait un peu, ça travaille assis sur un canapé, mais bien-être, en français, mal-être, c'est un mot très puissant. On est mal au fond de soi-même. Bien-être, c'est un mot plus léger, mais en fait, ça devrait être la contrepartie. Si vous voulez, la tristesse n'est pas incompatible avec l'altruisme, avec la compassion, avec la force d'âme, avec le sens d'une direction dans l'existence. Par contre, le désespoir, là, ça serait abandonner toute possibilité de se sortir du trou, quoi.
Donc, ce que nous, on appelle le bonheur, parce que tous ces mots-là ne veulent pas grand-chose dire en eux-mêmes, c'est une manière d'être qui se construit, qui se cultive, parce que les qualités qui constituent un bien-être véritable, ou disons un épanouissement, les Grecs parlaient d'eudémonia, sens d'accomplissement, c'est l'amour altruiste, c'est la force d'âme, c'est la liberté intérieure par rapport à toutes ces pensées sauvages, généralement qui vous mènent par le bout du nez, c'est tout ce qui fait, c'est la résilience, qui n'a rien à voir avec la résignation. Tout ça, lorsqu'on les amène de leur point de base à un point optimal, fait que vous vous rappelez, vous êtes bien dans votre peau et vous êtes finalement heureux de vivre. Alors, vous êtes moine bouddhiste depuis 40 ans. J'ai lu quelque part que vous aviez passé plus de 40 000 heures à méditer, soit plus de 4 ans et demi. Ça, ces chiffres-là, 40 000 heures de votre vie à méditer, j'ai pas tenu des comptes, je ne tiens pas un journal intime. À un moment donné, quand on faisait des études en neurosciences, il fallait estimer grossièrement le nombre d'heures qu'on avait pratiquées. Donc moi, je me suis aperçu, en additionnant les mois, j'avais dû faire 5 ans de retraite solitaire au fil du temps, à Darjeeling, dans un petit ermitage, et puis au Népal. Donc voilà, je joue 8 heures par jour, ça fait à peu près ça. Bon, c'est pas... Il y a des gens qui font autre chose, hein, ils jouent du piano. Ou ça veut dire que 8 heures par jour, vous êtes seul dans votre ermitage, et puis après, vous allez partager un repas avec d'autres, ou vous restez tout le temps seul? Il y a différentes modalités dans tout ça. Ce qu'on appelle faire une retraite. On décide pour 3 mois, pour 6 mois, pour 8 mois, pour 1 an, pour 3 ans, pour plus longtemps, de ne voir que un très petit nombre de personnes, un maître spirituel ou les personnes qui vous apportent l'approvisionnement. Donc ça vous est arrivé pendant combien de temps? En tout 5 ans. 5 ans, d'accord. Et puis sinon... Et vous savez, vous ne vous sentez pas seul du tout. Le temps prend une valeur extraordinaire. C'est un peu comme un fleuve d'or fondu qui passe tout doucement, mais qui a une valeur extraordinaire. Je suis d'ailleurs frappé quand je viens un peu à Paris, par exemple, à quel point le temps, c'est une espèce de temps de pacotille. C'est tellement d'activités, je dirais, dispersantes. Et à la fin de la journée, pouf, c'est passé comme ça. Une journée dans un ermitage, ça a du goût. Qu'est-ce que vous diriez de la méditation? Alors, la méditation, les racines orientales de ce mot, en sanskrit et en tibétain, ont une connotation de cultiver. Donc vous cultivez soit une qualité comme l'amour altruiste, mais aussi se familiariser avec une manière d'être. Par exemple, une façon différente de traduire les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être. Par exemple, je vois ma chère sœur Ève qui va nous rejoindre, elle a su traduire des circonstances extérieures et ou même physiques qui sont extrêmement éprouvantes et qui sont un véritable défi, de sorte que son être profond, ce qu'elle est, ne soit pas altéré au-delà de la difficulté qu'elle a à gérer ça sur le plan, je dirais, physique. Donc, si vous voulez, l'expérience de tous les jours, des joies et des souffrances, sont traduites différemment. Et à un moment donné, on peut cultiver les ressources intérieures telles que, eh bien, on est capable de faire face au haut et au bas de l'existence sans être déstabilisé outre mesure. Yvonne, vous méditez ? De temps en temps, dans mes tempêtes émotionnelles et quand j'ai effectivement de gros problèmes, des événements que je ne peux pas maîtriser, tout de suite, ce n'est pas une forme de méditation parce que je n'ai pas la technique, mais je me recentre sur des mots, sur des phrases, sur une forme de bienveillance vis-à-vis de moi-même et j'essaie tout de suite de trouver une forme d'espace beaucoup plus grand. Je ne colle pas à l'événement et j'essaie d'avoir un espace qui m'allège et qui me permet d'être moins touchée par la douleur. C'est un autre nom pour la méditation. La seule différence peut-être, enfin je sais pas. Est-ce qu'il faut une technique particulière? Yvonne parle de technique. Ce que vous décrivez, ça devient de la méditation si vous le faites de façon répétée et pas seulement une fois quand il y a un épisode particulièrement difficile, mais si régulièrement vous le faites ça, ça devient un exercice. Le mot grec ascèse, askésis, c'est s'exercer. Et la neuroplasticité aujourd'hui vous dit bien que votre cerveau, votre système immunitaire vont changer si vous êtes de façon répétée, exposé à une nouvelle manière de faire les choses ou à un exercice nouveau, différent. Alors évidemment, pour ça, il faut quand même tourner le regard vers l'intérieur et voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. C'est ça. Et quand on fait ça, on s'aperçoit, les gens qui méditent au début disent « Ah, mais je ne suis pas fait pour ça, j'ai encore plus de pensées qu'avant ».
c'est pas qu'ils en ont plus, c'est qu'ils s'aperçoivent de l'étendue de la catastrophe, en gros. Donc, la richesse des méthodes qui sont offertes en méditation, il n'y a pas une méditation, loin de là. Il y a autant de techniques que de besoin de s'adresser à une difficulté particulière. Ça peut être une pensée toxique, ça peut être une rumination sournoise qui court comme l'eau sous les herbes et qu'on voit même plus. Ça peut être du ressentiment, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'arrogance, ça peut être du narcissisme, ça peut être tout ce que vous voulez. Tout ce qui se traduit par des tourments, c'est quelque chose pour lequel on doit trouver un antidote. Bah alors, donc à nous de trouver l'antidote. Pas seulement à vous. Par chance, si vous voulez apprendre à naviguer, vous allez voir un marin expérimenté, vous voulez faire de l'escalade, vous allez voir un guide de haute montagne. Heureusement, qui est au bout de 2000, dans le bouddhisme en tout cas, 2500 ans d'expérience accumulée fait que vous avez aussi des cartes, des guides et des personnes souvent vivantes qui peuvent partager avec vous une expérience beaucoup plus grande et vous montrer un petit peu, voilà, c'est par là où il faut passer. Attention, là il y a des obstacles, là c'est un bon chemin, etc., etc. Antoine Pierre, dans notre panel, vous méditez ? Non, parce que si j'essaye de méditer, je m'endors. Donc, moi aussi, vous rassurez-vous. La question qu'on se pose quand on vous écoute, quand on vous lit, parce que j'ai lu attentivement votre dernier livre, c'est la suivante. Comment peut-on mettre en application vos recettes que vous donnez à la fin de chaque chapitre, cette espèce de petit catéchisme très utile d'ailleurs, comment peut-on les mettre en application pour essayer d'avoir, disons, une vie plus apaisée? Car finalement, prenez l'exemple type de l'individu qui se lève le matin, il a mal dormi parce que son bébé a pleuré toute la nuit, il s'est brûlé parce que son café était trop chaud, il s'est coupé en se rasant, arrivé à son bureau, son petit chef l'engueule, il rentre chez lui, le métro est en panne et sa femme lui annonce que sa belle-mère vient passer 8 jours. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce brave homme? Il prend un cachet de Valium ou alors il se met à méditer, voilà. Vous donnez un bel exemple que si cette personne place tous ses espoirs et ses craintes dans les circonstances extérieures, c'est râpé, quoi. Certes. Donc, d'autant plus, la façon de gérer le café qui est trop chaud, la belle-mère qui arrive et tout ça, va faire la plus grande différence qu'on puisse imaginer. Si vous voulez, tout ce que vous me dites, ça me renforce dans le fait de dire, si j'ai la faculté de dire, bon, la belle-mère, de toute façon, elle vient, donc qu'est-ce que je fais? Autant être aimable et pas me prendre le bec avec elle. Autant garder ma paix intérieure, même si c'est des trucs... Bon, je n'ai rien contre les belles-mères, mais si vous voulez... Autant garder au moins une partie de sérénité plutôt que tomber dans la confrontation, l'escalade, l'acrimonie, etc. Qu'est-ce que j'y gagne? Tout le monde y perd. Alors, on va faire une chose que vous n'aimez pas trop, c'est-à-dire parler de vous. C'est vraiment pas... On a envie Moi, j'ai appris à faire du vélo, ça, c'est pas très intéressant. On a envie de se replonger un petit peu dans votre parcours. Donc, vous étiez étudiant en génétique cellulaire à Paris en 1967, lorsque vous avez vu un documentaire sur des moines tibétains. Tibétain, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce documentaire qui a changé votre vie? Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, je m'intéressais en gros à la spiritualité grâce à ma mère et à mon oncle, Jacques-Yves Le Toumla, mon oncle maternel. Mais bon, c'était aucun vécu autre que dans les livres, dans les discussions. Votre mère avait déjà un penchant pour le bouddhisme? Oui, bien sûr, absolument. Le bouddhisme, pas forcément, non. C'était aussi bien l'hindouisme, les mystiques chrétiens, le soufisme, disons, bon, un intérêt pour la spiritualité en général, mais rien de mise en pratique. Donc quand j'ai vu, effectivement, ces documentaires, et qu'à la fin, notamment, il y avait une séquence silencieuse de quelques minutes où on voyait une vingtaine de visages de grands ermites, de maîtres spirituels, hommes et femmes, les uns après les autres en silence. Et je me suis dit, mais là, il y a 20 Socrates. Je ne sais pas à quel point Socrate était sage, en tout cas à travers de ses paroles, mais dans sa vie, j'en sais rien. 20 Saint-François d'Assise, 20 tout ce que vous pouvez imaginer comme un exemple d'un bon être humain. Je me disais, mais j'y vais. Il faut que je rencontre ces personnes. Et bien m'en a pris, puisque c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, sûrement. Alors, premier voyage à 20 ans, vous êtes allé où? Je vais à Darjeeling, parce qu'Arnaud Desjardins et Frédéric Leboyer, un autre ami, m'avaient dit, écoute, parmi tous les grands maîtres nous avons rencontrés, Kangyo Rinpoche est celui qui nous a de loin le plus inspiré. Donc il vivait lui aussi dans deux petites cabanes dans la forêt près de Darjeeling, avec sa famille. C'était pas un moine, il était marié, donc c'était qu'on appelle un yogi.
un très grand maître spirituel. Et j'ai passé 3 semaines assis à ses pieds, il y avait les montagnes derrière, et c'était un moment absolument étonnant, bouleversant. C'est difficile de décrire, à la fois la force d'âme, la bonté, la solidité, un peu comme une grande montagne. Et puis voilà, je me disais, voilà, maintenant j'y suis. C'est là où je me sens parfaitement en adéquation. Voilà, mon chemin est tracé. Et donc, du coup, je suis revenu en France, mais j'avais qu'une idée, c'est de retourner. J'ai fait 7 allers-retours. Et en 72, après avoir fini ma thèse, j'ai dit, bon, j'y vais, je pars. Aucune envie de fonder une famille, Alors, mon premier maître m'avait dit, j'avais donc au départ, quand je l'ai vu 20 ans, j'ai posé quelques questions sur ma vie. Je dis, voilà, ben, je pourrais envisager ou pas envisager d'avoir une famille. Il m'a dit, ne décide pas avant 30 ans et tu verras. Et donc, quand j'ai eu 30 ans, mon premier maître avait quitté le monde. Et mon deuxième maître, Dilgo Khyentse Rinpoche, avec qui j'ai vécu 13 ans jour pour jour. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai dit, ben voilà, qu'est-ce que vous me conseillez? Et il m'a dit, ça serait super bien si tu prenais des vœux monastiques, ce que j'ai fait, grande joie. Et on peut imaginer souvent en France, moi, quand je suis venu en France, la première fois que j'étais moine, quelqu'un m'a dit, mais c'était presque un demi-homme. Comme si je m'étais brusquement coupé en deux. Oui, vous n'êtes jamais tombé amoureux, vous n'avez... Bah, si, mais ça change rien. Je veux dire, on peut faire un vœu de chasteté et en même temps avoir des relations avec 50% de l'humanité qui sont constituées de femmes, d'avoir des relations très chaleureuses, ouvertes et une intimité par le cœur, mais sans pour autant voilà, fonder une famille ou vivre en couple. Ceci dit, moi j'ai plutôt eu l'impression, on pourrait penser qu'on est diminué, qu'on est qu'on est coincé. Alors que moi, j'ai plutôt l'impression d'un oiseau qui sort de sa cage. Une grande liberté. Et l'ambition, vous avez fait des études extrêmement brillantes, vous auriez pu devenir professeur. Ah oui, alors ça, zéro. Ah bon, ça vous intéressait pas? Ça j'ai jamais été une considération. Alors, rien du tout, alors. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez eu 2 parents très brillants, une mère donc très tournée vers la spiritualité, un père philosophe qu'on connaît. On a l'impression quand même qu'il a fallu que vous cherchiez d'autres maîtres, alors que vous auriez pu trouver auprès d'eux des réponses à votre quête personnelle. Ma mère, ma sœur sont des immenses sources d'inspiration pour leur bonté. Mon père, sur la rigueur intellectuelle, mais ma mère sera la première à ne pas me contredire. Comparé à un maître spirituel, on est tous comme des enfants. Donc, si vous voulez, aussi bons et bienveillants puissent être vos parents, et ce n'est pas toujours le cas malheureusement dans la société, même dans ce cas-là, comparé à un maître spirituel qui vous montre le chemin de la liberté intérieure et de l'éveil, c'est vraiment pas... On est encore très loin de ça. Alors, on va accueillir quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous chérissez, votre sœur Ève, et elle a accepté de vous accompagner aujourd'hui. Pour en savoir un petit peu plus, restez assis, je vais aller l'accueillir. Bonjour, merci d'être avec nous. Attention à tous les pièges. Alors, on est heureux de vous accueillir. On vous connaît notamment pour ce livre, Une étoile qui danse avec les mots, dans lequel vous faites le récit. Le chaos. Pardon ? Une étoile qui danse sur le chaos. Sur le chaos. Oui. Dans lequel vous faites le récit de votre vie avec la maladie de Parkinson depuis maintenant 23 ans. On verra tout à l'heure que malgré vos chemins de vie apparemment très différents, vous avez beaucoup de choses en commun tous les deux, et notamment le fait d'être tournés vers les autres. Mais tout d'abord, c'est difficile pour nous de résister à l'envie de vous poser des questions sur votre frère quand il était petit. Quel enfant était-il ? Eh bien, selon l'âge, quand on a vécu au Mexique, on était assez complices. On faisait des petits pots. On avait un grand jardin. On avait entre 2 et 4 ans. Et on voulait empoisonner les voisins. C'est pas sympa. Ça a changé, heureusement. Ouais. J'ai oublié cet épisode-là. On oublie les choses comme ça. Vous souhaitiez empoisonner les voisins. Voyez, alors, je comprends. c'est pas beau, derrière. Vous avez cherché à devenir sage, alors. Oui, je suis mal parti, là. Il en faisait beaucoup, des Moi, petits j'en comme faisais ça aussi. Hein. Comment? J'en faisais aussi. Ah bon? Non, on avait, je sais pas, on n'aimait pas les voisins. Ouais. Je me rappelle de ça.
Et sinon, il a été un enfant, et c'était un enfant qui était assez solitaire. Ouais. Solitaire, travailleur. C'est très sérieux. Très sérieux, un peu taciturne. Et gentiment, elles ne disent pas, j'étais pas toujours très sympa. Ah bon? Je veux dire, et je l'ai beaucoup regretté. Et Avec qui? avec tout le monde, y compris ma chère sœur. Pourquoi vous n'étiez pas sympa? Vous savez, c'est le garçon, c'est l'aîné. On manque souvent d'empathie, justement. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut essayer de l'engendrer plus tard, Ouais. même si on n'est pas doué au départ. Et vous étiez quel genre de jeune fille? Moi, j'avais une vie très dissolue. J'allais à Saint-Tropez, j'allais dans les boîtes de nuit. J'étais partie de la bande du drugstore. Ah bon? Je suis jamais allé dans une boîte de nuit, vous voyez. Vous mettez des fossiles, des mini-jupes. Ah oui. Et je me suis assagie quand je me suis mariée pour la première fois. Ouais. Et quand j'ai fait mes études aussi d'orthophoniste, puisque j'ai une formation d'orthophoniste. Et quel regard vous portiez sur votre frère, sur son goût pour la solitude, le fait qu'il travaille tout le temps, qu'il n'aime pas aller en boîte de nuit? Moi, j'aurais aimé être complice avec lui à un moment de l'adolescence. Mais il était doué pour tout. Il était doué pour le clavecin, il était doué pour la photo, pour le ski. Ça, c'est comme ma mère, elle exagère. Et moi, j'étais nulle en tout. Vous étiez nul en tout? Oui, sauf en français. Vous étiez doué pour la musique? Vous jouiez d'un instrument? Je n'étais pas doué, j'aimais beaucoup jouer de la musique, j'ai joué de la guitare classique, ensuite je voulais faire du clavecin, effectivement. Il écoutait Bach, moi j'écoutais les Beatles. on était différents, mais en fait, dans l'aspect comme ça. Mais fondamentalement, on n'était pas différents. Moi, j'étais mystique. Toute ma vie, j'ai dormi avec au pied de mon lit un livre de poèmes et les évangiles. Dès votre adolescence? Dès l'âge de 10 ans. Alors que vous alliez en boîte de nuit à Saint-Tropez, vous aviez quand même... Absolument. Je ne pouvais pas m'endormir sans lire une page des évangiles que je prenais au hasard et une page de poésie. Donc vous avez quand même ça vraiment en commun. Oui, j'ai raté ça, je savais même pas. Vous ne saviez pas ça aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous l'auriez dit, vous, que vous aviez au fond beaucoup de points communs tous les deux? Oui, si vous voulez, il y a des moments qui sont révélateurs. Et c'est curieux, c'est souvent des petites choses. Je me rappelle une fois, on rentrait en train de la montagne ensemble. Et Gare de Lyon, brusquement, je vois plus... À quel âge? On avait quoi, 16 ans, 17 ans? Oh non, t'étais plus jeune. Non, plus jeune. Oui, nos parents nous ont mis dans un train. Et pour ce moment, je ne vois plus ma sœur. Je me suis rendu compte, j'ai totalement paniqué. Ma sœur a disparu et tout ça. Et ça m'a pris quelques instants dans la foule de la retrouver. Mais on se rend compte à quel point on est proche, au-delà des petites chamailleries de frères et sœurs qui sont classiques, quoi. Ouais. Mais vous aviez du mal à vous exprimer votre amour l'un pour l'autre? Vous savez, les adolescents. Enfin, moi, je n'étais pas le genre. Yvonne, un mot sur cette relation frère-sœur. Une relation fraternelle, c'est comme une forme de maladie d'amour avec des complicités, un socle commun, la spiritualité, beaucoup aussi de bienveillance parce que vous êtes orthophoniste, vous êtes toujours aussi dans une forme d'altruisme, vous avez accédé à ce soin pour autrui, vous aussi dans l'altruisme. Bon, je crois qu'une relation fraternelle quasiment normale, mais avec un socle commun solide et de la bienveillance. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte de ça. Au départ, en tant qu'enfant et adolescent, on n'a pas du tout cette lucidité. Non. Donc ma bienveillance, même si elle est sous-jacente, elle n'est pas exprimée. Maintenant, c'est au cœur de notre vie, aussi bien intérieurement que, je dirais, on est parfaitement conscient que c'est ce qui anime notre existence. Alors, il y a quelques jours, nous sommes allés à la rencontre de votre mère, à tous les deux. Nous avons parlé de vous, bien sûr, mais aussi un peu de son parcours personnel atypique. Elle aussi s'est tournée vers le bouddhisme. Elle est même devenue nonne il y a 48 ans, un an après vous, Mathieu. Regardez, on va se retrouver après ce reportage. Le Moustier, en Dordogne. À 92 ans, Yann, la mère de Mathieu Ricard, a la parole plutôt rare. Bonjour Yann. Bonjour, Vous allez bien? Mais pour son fils, elle a accepté aujourd'hui de nous recevoir. Quel type d'enfant il était, Mathieu Ricard? Mathieu était un enfant très sage. J'étais pas sévère avec lui, je l'éduquais pas. C'était lui qui m'imposait sa sagesse, sa gentillesse, son bon cœur. On sentait qu'il avait beaucoup médité dans les vues et avant.
Quand vous avez vu cette vidéo sur les bouddhistes, tous les deux ensemble, vous avez compris que Mathieu avait eu un déclic? Mathieu a eu une révélation quand il a vu son maître, presque quelques secondes. Il s'est dit, voilà des êtres qu'on a envie de connaître. Je voulais y aller moi aussi, mais je voulais aller au Tibet depuis longtemps. Il est revenu, il avait une aura, hein, et un air absolument pas illuminé peut-être complètement, mais... Quel regard vous posez aujourd'hui sur le parcours de votre fils? Ben, je suis fière, je suis pas vaniteuse de son parcours, mais je suis très fière, oui. On dirait qu'il est missionné. C'est un peu romantique de dire ça, mais c'est vrai. En un mot, comment vous définiriez Mathieu? Je dirais comme Alexandre Jolian. Ah, t'es un chic type. Il aime bien que je lui chante encore sa berceuse pour dormir. Dors, mon ange, mon adoré bel ange. Je veillerai sur ton sommeil en te tenant la main. Ouh. Je suis pas très en voix aujourd'hui. Du plomb, c'est une Madeleine de Proust, là. C'est une Madeleine de Proust quand vous entendez cette berceuse. Oui, elle a recommencé à nous la chanter l'année dernière. Ouais. Moi, je l'ai même enregistrée parce que j'avais complètement oublié ces berceuses, forcément. Moi, j'ai chanté à mes enfants, là, je la chante à leurs enfants. C'est vrai, la même. Oui, la même. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'était le moyen de vous apaiser? Ah oui, non, mais c'était des souvenirs très doux, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle dit de vous? Sa fierté? J'avais bien dit, tu peux chanter les berceuses, mais commence pas à faire des éloges dithyrambiques de ton fiston. Elle dit que vous êtes missionné. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez? Mais non, je suis quelqu'un comme un autre qui a trouvé un chemin, qui continue à faire ce qui l'inspire jour après jour, d'essayer de devenir un meilleur être humain. Le simple titre de notre livre le dit bien, nous sommes en quête de sagesse. Alors ça, c'est vrai que sincèrement, nous essayons de devenir de meilleurs êtres humains. C'est vrai de ma sœur, qui s'est mise au service des autres, c'est vrai de mon ami Christophe André et Alexandre Jolien. Mais donc l'idée d'une direction, oui, nous avons l'impression d'être dans la bonne direction. Mais oui, il y a encore tellement de chemin à faire. Et votre père, comment il voyait ce parcours? Mon père, au début, quand je lui ai annoncé que je quittais l'Institut Pasteur pour partir dans les villages dans l'Himalaya, il a fait une drôle de tête, je dois vous dire. Ah ouais? Mais en même temps, il a eu, à mon avis, la grandeur d'âme, et ça, j'en suis toujours reconnaissant, de ne pas faire de drame. Il a eu un silence catastrophé. Un de ses amis, Olivier Todd, m'a raconté plus tard qu'il est venu, il a sangloté chez lui, mais il n'a pas fait de drame. Parce que moi, j'horreur des drames, et l'idée de partir sur un drame, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, voilà, il s'est dit, à 26 ans, Mathieu, il est un homme, il peut faire ce qu'il veut. Et après, il s'est aperçu, effectivement, que finalement, les parents, aujourd'hui, c'est tellement dramatique quand ils voient leurs enfants qui périclitent, qui se partent dans des trucs très difficiles. Alors s'ils voient un enfant, même si ce n'est pas la voie auquel ils avaient pensé, qui s'épanouit, je veux dire, comment les parents ne se féliciteraient-ils pas de cela, n'est-ce pas? Alors vous, après avoir eu des parcours assez diamétralement opposés, vous vous êtes rapprochés, hein, il n'y a pas si longtemps, tous les deux. À quelle occasion? C'était surtout lorsque j'ai écrit mon deuxième livre, La Dame des mots, qui est un livre qui retrace sur une semaine 40 ans de travail en psychiatrie infantile en tant qu'orthophoniste auprès d'enfants qui avaient beaucoup de difficultés. Et j'avais demandé à Mathieu de me faire la préface. Et il a vu que j'avais consacré ma vie à faire émerger la part belle de l'autre. Donc ça vous a bouleversé, Mathieu? Oui, si vous voulez, c'est pas que, si vous voulez, j'avais pas regardé ce que faisait ma sœur, mais j'étais pas là pendant 25 ans. Donc tout son cheminement, son travail à Sainte-Anne, où travaille aussi Christophe André, tout ça, c'était, je savais plus ou moins, mais de façon abstraite. Et quand j'ai vu ça décrit dans des mots si forts, si émouvants, à quel point il y avait des affaires d'enfants incroyables qui refusaient de parler. Et le dévouement qu'elle leur a consacré pendant tant d'années, comme c'est presque ses propres enfants, c'était bouleversant, c'était une leçon de vie extraordinaire. Et bon, fondamentalement, encore une fois, comme disait Ève, on n'a jamais été séparés, mais c'est vrai que des fois, le fait de redécouvrir de cette façon,
eh bien, ça réactive cette proximité qu'on a toujours eue. Et puis en 1992, il y a eu ce diagnostic terrible de la maladie. J'avais 42 ans, donc c'était dur parce que c'était pour toute la vie. C'est une maladie qui est dégénérative et qui, le lendemain, sont toujours moins bons que la veille. C'est la maladie de Parkinson. Et ce parcours dans la maladie a été finalement riche d'enseignements pour vous. Je ne sais pas ce que je serais si je n'avais pas eu cette maladie qui m'a vraiment enseigné, qui m'a obligée d'avoir une rigueur, de vivre dans l'instant, de perdre toute illusion sur le futur, de ne pas attendre, des choses du lendemain, d'être dans l'instant. Je vis dans l'instant et je suis heureuse dans cet instant-là. C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure en parlant de la méditation. Finalement, vous avez trouvé les outils pour la combattre, cette maladie, même si vous n'en viendrez pas à bout, mais en revanche, pour vous en accommoder. Oui, je dis que j'ai la maladie de Parkinson, mais je ne dis pas que je suis parkinsonienne. J'ai une maladie, mais j'ai une maladie, mais je ne suis pas la maladie. Donc j'ai gardé la part saine de moi, mon esprit. C'est la maladie du corps, mais pas de l'esprit. Ouais. Donc c'est très bouddhiste quand même. C'est très bouddhiste. Oui, mais c'est aussi ce que dit Alexandre. Ouais. Il est handicapé, mais il a un handicap, mais au fond de lui-même, son être n'est pas handicapé. J'ai lu un livre merveilleux juste hier, un récit d'une femme qui a eu un enfant trisomique. Et son enfant, sa fille, Louise, elle est Louise, c'est son enfant, avant d'être, bien sûr, cette espèce d'étiquette. Quand on va voir le médecin, même si on a une maladie grave, on dit pas docteur, je suis le cancer, on dit j'ai le cancer. Donc c'est une maladie, c'est une difficulté, mais ça ne vous caractérise pas au fond de vous-même. Je profite plus de ce que me laisse la maladie que ce qu'elle ne me prend. Ce qu'elle me prend ne m'intéresse pas, est-ce qu'elle me laisse est merveilleux. Yvonne ? Je trouve ça extraordinaire. C'est effectivement des principes un peu, une sagesse. Je ne veux pas en parler de bouddhisme, mais une sagesse. Et c'est une façon de rebondir malgré la difficulté. Et ce que j'aime, c'est que vous dites combien vous savez faire aussi vous. Émerger la part belle en vous, mais émerger la part belle des autres. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il faut commencer par trouver au fond de soi cet espace intérieur, cette liberté, cet amour des autres. On peut être même amoureux des autres. Et ça, vous l'êtes. Et grâce, justement, ou je ne veux pas dire grâce à la maladie, mais la maladie vous a obligé, coûte que coûte, à vivre chaque minute. Et la notion du temps, comme vous le décriviez tout à l'heure, eh ben, vous ne laissez pas cette or passer entre les mains, mais vous la captez tous les jours. Chaque moment est précieux pour vous. Je voudrais témoigner d'une chose à propos d'Ève qui m'impressionne toujours, encore et encore. Il y a des moments extrêmement difficiles. Il y a quelques mois, elle avait une souffrance physique terrible avant de se faire opérer la colonne vertébrale. Et même dans les pires moments, elle me disait un jour où elle pouvait supporter la douleur, je craque, mais jamais, et ça je dois le dire, c'est extraordinaire, jamais ça ne se traduit par un mouvement d'humeur vis-à-vis d'autrui. On peut péter les plombs, on peut commencer voilà, par rapport à son entourage, dire aujourd'hui, il ne faut pas le prendre avec des pincettes parce qu'il est tellement de mauvaise humeur, parce qu'il souffre. Jamais, jamais. Des fois, elle dit venez pas me voir aujourd'hui, je ne vais pas très bien, mais jamais ça se traduit par un saut d'humeur, un mot qui pourrait faire de la peine à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extraordinaire comme leçon de vie. Alors, vous dites quelque chose de très intéressant pour tous ceux qui nous regardent, c'est qu'effectivement, les rapports humains sont pollués par la projection de nos propres difficultés. C'est-à-dire, chaque matin, on peut projeter sur l'autre quand ça ne va pas. Et ça, c'est les toxines mentales dont vous parlez. Elle ne projette pas, et c'est ça, c'est extraordinaire. Elle projette de la bonté, et quand elle ne peut pas projeter autre chose, au moins sa présence qui n'est jamais négative. Mais elle ne projette pas, elle ne se projette pas dans l'avenir, apparemment. Non, mais je suis tout le temps avec l'autre. L'autre est fondamental pour moi. Ouais. Je me sens responsable de l'autre par le regard que je pose sur lui. Alors, il est question dans votre dernier livre de bonheur, de compassion, de liberté. Vous l'avez coécrit donc avec le philosophe suisse Alexandre Jolien et le psychiatre Christophe André, que nous allons accueillir tout de suite. Formidable.
Alors Christophe André, le public vous connaît pour vos nombreux livres, 19 depuis 1995. 19. Vous êtes également l'un des premiers médecins à avoir introduit l'usage de la méditation en psychothérapie. Comment est né ce livre donc, que vous avez coécrit? Alors, moi, j'ai suivi mes copains. Moi aussi. C'est Alexandre, je crois, Ouais, qui a Alexandre. émis l'idée, qui en a parlé à Mathieu. À eux deux, ils se sont montés le bourrichon et ils m'ont dit, voilà, il faut que tu viennes. Sans toi, il ça faut- marche pas. Voilà, il faut qu'on se retrouve tous les trois. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on se rencontrait depuis 15 ans, on avait plaisir à parler ensemble de psychologie, du fonctionnement de l'esprit. Et donc, ce projet est venu naturellement. Alors, votre troisième comparse, le philosophe Alexandre Jolien, n'a pas pu être parmi nous cet après-midi, mais il a tenu à vous adresser un message Il est en Corée, en Corée. un peu loin. Bonjour à tous, salut les amis dans le bien, j'espère que tout va bien pour vous. La quête du bonheur, c'est vraiment un sacré sujet. Pour moi, plus je réfléchis, plus le bonheur réclame, on pourrait dire, 3 piliers. Le premier, être bien entouré, avoir des amis dans le bien qui nous édifient. Le deuxième, c'est peut-être s'engager sur une voie spirituelle. Et enfin, je crois que pour être heureux, il faut s'engager, poser des actes solidaires. Alors, allons-y et merci à tous deux, merci à Ève d'être ce que vous êtes. Vous êtes des exemples de bonheur pour moi et de générosité. À bientôt. Alors, quels sont les messages que vous délivrez dans ce livre que vous avez coécrit? À la fin de chaque chapitre, vous donnez des conseils. Il y a vos conseils à tous les trois. C'est important de donner des clés à vos lecteurs? Oui, oui, oui. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est important de rappeler que finalement, assez peu d'êtres humains sont spontanément des surdoués du bonheur. La plupart d'entre nous, nous avons plus de talent pour nous faire souffrir que pour nous rendre heureux. Et donc, l'idée du livre, c'est qu'en travaillant à cet objectif, tout comme on travaille à des tas d'autres objectifs dans notre vie, moi, ça me frappe beaucoup en tant que médecin de voir l'énergie que mettent parfois certaines personnes à gagner de l'argent, à faire réussir leur travail, et puis l'espèce de déshérence, de négligence dans laquelle ils tiennent leur vie intérieure, leur vie spirituelle, etc. Donc l'idée du bouquin, c'est de dire il y a des choses à faire qui ne sont pas si compliquées, qu'il faut faire régulièrement, comme un entraînement de l'esprit, tout comme il y a un entraînement du corps par le sport. Et voilà un petit peu celle qui nous semble, de nos 3 regards. Il y avait un moine qui parle très bien de l'apport bouddhiste, il y avait un philosophe qui parlait de l'apport de la philosophie et un médecin qui parlait de l'apport de la psychologie, de la médecine. Voilà nos 3 regards sur ces efforts, à notre avis, accessibles à tout le monde. Et puis, la question du bonheur qui est au cœur de notre discussion, c'est ce que racontait aussi Alexandre, c'est finalement ne jamais oublier qu'il est légitime de se rendre heureux, mais qu'un des moyens les plus puissants pour accomplir notre propre bonheur, c'est de s'intéresser à celui des autres. Toutes ces questions de changement personnel, on connaît bien ça en psychologie, dès qu'on essaie de changer les habitudes ancrées depuis longtemps, il ne faut pas rêver. Ça ne va pas arriver en un jour, en une semaine. L'important, c'est d'être en chemin, de se dire, voilà, je veux arriver à cet objectif-là et je commence maintenant, aujourd'hui. De temps en temps, je vais me casser la figure, je vais faire des faux pas, je me redresse et je me remets à y aller. Alors Christophe André, vous le dites vous-même, vous étiez quelqu'un d'anxieux, avec une tendance un peu dépressive. Est-ce que vous avez eu des moments de doute, des rechutes? Bien sûr. De toute façon, ces fragilités psychologiques, on a un tempérament d'anxieux ou mélancolique, nostalgique, dépressif, on ne peut pas espérer, en tout cas la plupart d'entre nous, s'en débarrasser pour toujours. Ce qu'on peut espérer, c'est savoir faire, savoir comment faire pour le repousser, le tenir à distance, ne pas se laisser submerger.
Le problème, c'est chaque fois que nous nous recroquevillons sur notre souffrance et que nous nous coupons du monde, on aggrave notre peine. Et la difficulté qu'on a souvent pour aider les personnes autour de nous, c'est de leur faire comprendre que bien sûr, il y a des difficultés qui viennent de la réalité, mais il y a aussi toutes celles qu'on ajoute en ruminant, en ressassant, en amplifiant, en dramatisant, en anticipant. Cette souffrance-là, il nous est possible de la tenir à distance. Mais la réalité va nous blesser régulièrement, notre caractère va nous blesser régulièrement. Ça, c'est un peu la condition humaine. Donc ça vous arrive encore, j'imagine, d'être blessé aujourd'hui? Moins qu'avant. C'est notre histoire de chemin qu'on évoquait, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de travailler sur ses points faibles, de travailler à être plus généreux. On a vu que Mathieu était un garçon pas très sympa, et alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un adulte extrêmement généreux, altruiste et sympathique. Donc, travailler à cultiver ses qualités, à limiter la portée de ses défauts, et c'est le boulot de toute une vie. On n'a jamais fini, en réalité. Donc, vous valorisez la compassion, l'écoute, le pardon. Ce sont des valeurs qui, d'après vous, ont leur place dans la société actuelle? Elles ont plus que leur place. C'est-à-dire une société où les personnes, les citoyens ne seraient pas généreux, altruistes, bienveillants, en se pardonnant, ça serait l'enfer. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ces comportements. On se focalise sur les râleurs, les rouspéteurs, les pervers, les choses qui ne vont pas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. La banalité du bien. On ne s'arrête pas sur les informations positives, on s'arrête sur une critique négative, rarement sur quelque chose de positif. Voilà, mais la société tient et la société est vivable parce qu'il y a des tas de petits gestes de gentillesse et de bienveillance qui passent inaperçus. Et c'est important à la fois de souligner leurs valeurs et aussi d'encourager chacun de nous à l'être encore plus. Imaginez le rêve. Vous levez le matin, toutes les personnes que vous croisez sont souriantes, sympas, prêtes à vous aider, bienveillantes. C'est le paradis, on est déjà au paradis. On s'ennuierait pas? Ah, voilà. Alors, Pierre-Antoine, est-ce qu'on s'ennuierait dans ces cas-là? Ça, c'est un pur fantasme. C'est le jour où je ne souffrirai plus, où il n'y aura que des grognons, des gens qui me feront des crocs en jambes, je jubilerai, et quand les gens seront gentils, je m'ennuierai. En lisant cette nuit votre livre, j'ai retrouvé une très belle citation de Fontenelle qui dit « Si la raison dominait sur Terre, il ne se passerait plus jamais rien ». C'est beau, mais c'est faux. C'est des belles citations. Vous avez été, Antoine Pierre, vous avez été journaliste, patron. Donc on dit toujours que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. On avait cette discussion avec Mathieu Ricard tout à l'heure. Un train qui arrive à l'heure, c'est évident. Bon, bah alors c'est vous qui êtes responsable de tout ça, de cette société qui se complaît des choses négatives. C'est la société médiatique. Je dois dire que l'audiovisuel est peut-être beaucoup plus responsable que la presse écrite. Moi, j'étais dans la presse écrite, alors donc je me retranche. Voilà. C'est Goethe qui disait « 3 jours de bonheur interrompus seraient insupportables parce que c'est toujours la même chose. La souffrance, c'est intense, ça change tout le temps, ça monte, ça descend. Ouais. » Bah, attendez, rigolez pas quand même. Que serait le monde si on n'avait plus de guerre? Ah oui, quel ennui, n'est-ce pas? Alors là, quand même, c'est horrible. Ça correspond, c'est exact, c'est un bel exemple. Comme quoi ce raisonnement, excusez-moi. Sans guerre, sans torture, sans voilà. violence, on s'ennuierait. Non, mais justement, il n'y a pas de haine, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? En poussant le raisonnement à la jalousie, c'est tellement rigolo. Voilà. Mais je crois que Pierre-Antoine, vous soulignez un petit peu le côté un peu bisounours. Et moi, j'ai envie de souligner 2 éléments. C'est-à-dire quand vous parlez de générosité et donc de gentillesse. Bien souvent on dit, les gens gentils sont un peu naïfs, ils se font avoir. Or, je crois que c'est vrai, mais la vraie gentillesse et la vraie générosité, c'est une générosité affirmée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est gentil qu'on ne sait pas dire non. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, vous évoquez un autre élément qui est celui de la liberté intérieure. Mais c'est vrai que la liberté intérieure, ça s'acquiert, mais vraiment au fil du temps. Et souvent, quand on quitte progressivement toute cette sphère égotiste, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société très narcissique et très moi-jeu. Il y a des titres d'ailleurs, adieu les moi-jeux. Et je crois que c'est quand même très important aujourd'hui de ne pas se regarder essentiellement le nombril. Et la générosité en fait partie, c'est un des outils. Donc voilà ce que je voulais un peu souligner. Ouais, merci. Mathieu. Bien de vos grands collègues psychologues américains, qui est très réputé dans le monde de la psychologie, Paul Ekman, qui a étudié justement les gens qui avaient très peu d'ego, on pourrait dire, et à quel point c'était des gens avec qui il fait bon être,
il prenait l'exemple du Dalai Lama qu'il a beaucoup côtoyé. Et ce n'est pas du tout des gens qui sont éteints. Au contraire, ils pétillent parce qu'ils sont libres intérieurement, ils sont d'une spontanéité, d'une présence, d'une qualité. Le contraire, Donald Trump, c'est des gens qu'on ne peut même pas approcher parce que on ne sait pas par quel bout les prendre. C'est comme une poêle brûlante, on ne sait pas comment les tenir. Mais les gens qui ont très peu d'ego, c'est un bonheur d'être auprès d'eux. Alors vous avez démontré dans ce pavé de je ne sais combien de pages... 900 pages, oui. 900 pages. Vous avez démontré de manière très scientifique à quel point l'altruisme faisait du bien à l'être humain. Mais fait du bien de manière scientifique. Bah oui, parce que pourquoi? Alors on m'a dit, mais pourquoi tu as besoin de la science? On n'a pas besoin d'un certain point de vue. Mais dans le monde où justement quand même la science est un peu le critère de savoir si quelque chose est valide ou pas, ça serait mieux d'ailleurs que ça soit tout le temps le critère, notamment dans le monde de la décision politique vis-à-vis de l'environnement, etc. Si la science avait un peu plus de sa voix, on apprenait plus de société, ça irait mieux. Ceci dit, si vous voulez, si j'affirme que les enfants ont plus tendance à l'altruisme, justement qu'à l'égoïsme, comme le disait Freud, que l'empathie ne naît pas seulement à 7 ans, comme le disait Piaget, mais que dès le plus jeune âge, ils sont des 100% coopérateurs, qui préfèrent les gens qui se comportent bien les uns avec les autres. On dit, ouais, mais alors qu'il retourne dans son ermitage, le moine bouddhiste, il dit n'importe quoi. Donc il faut montrer les études scientifiques rigoureuses qui ont montré que ces psychologues qui disent ça sont absolument trompés. On n'a pas une violence contenue en nous. Moi, je me rappelle une fois dans une émission de télévision, on m'a dit « Ah, mais monsieur, vous avez passé votre vie à contenir votre violence intérieure. » J'ai regardé qu'elle a l'air complètement ahuri, cette personne. Je me dis, mais d'abord, est-ce qu'elle a des dons de clairvoyance? Et même si elle en avait, elle verrait que ce n'est pas le cas. Donc toutes ces théories et ces dogmes, ça n'a pas résisté à l'examen de la science. Donc si vous voulez, pour étayer ce propos, parce que c'est important de dire que nous sommes plus enclins à l'altruisme que le contraire. Ça ne veut pas dire qu'on est tous altruistes, évidemment, ça serait trop beau, ça serait idiot, ça serait faux. L'égoïsme existe. Mais que nous sommes fondamentalement, quand animaux sociaux, dès l'enfance, davantage enclins à l'altruisme et à la coopération. Ça, c'est quelque chose d'important. Et si la science n'était pas ça, les gens vous disent, ils disent n'importe quoi. Si je vous dis la violence a diminué depuis 5 siècles, on dit comment la violence? Vous pouvez acheter des Kalachnikov à Marseille pour 500 €. Le taux d'homicide en France, en 5 siècles, est 100 fois moindre. Il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Il y en a un en Europe pour 100 000 habitants. Alors qu'on a l'impression que c'est l'inverse parce que justement, parce que, dès qu'il se passe quelque chose quelque part, c'est encore la faute des médias. Eh oui. Bah ouais. Attendez, dans les télévisions et les films, une personne de 20 ans en Europe a vu 40 000 morts violentes dans les médias. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a vu 40 000 morts violentes de ses propres yeux? C'est complètement ahurissant. Alors Mathieu Ricard, vous ne vous considérez absolument pas comme un modèle et pourtant vous touchez les gens forcément. Et lors de la préparation de cette émission, nous sommes entrés en contact avec un homme dont vous avez bouleversé la vie. Nous avons eu envie de vous le présenter. Il a surtout eu envie de vous rencontrer. Il s'appelle Jean-Luc. Bonjour. Mettez-vous, asseyez-vous à côté de Mathieu Ricard. Merci. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre maître? Je sais que Mathieu Ricard n'aime pas les éloges, mais pour moi, c'est un guide spirituel. Voilà. Vous avez confié à nos journalistes que votre vie a parfois été chaotique, avec une enfance difficile, un sentiment d'exclusion à l'adolescence. Et puis, arrivé à l'âge adulte, vous vous êtes retrouvé à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Dans les années 2000, ça faisait 2 années que j'étais rentré en France, parce que j'avais vécu 30 ans en Amérique latine. Et à cette époque-là, quand je suis arrivé en France, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé à la rue. Je suis passé d'un statut social élevé à quelqu'un qui n'avait plus rien. Et donc, j'ai commencé à comprendre que ce qu'était vraiment la souffrance, parce que je manquais de beaucoup de choses. Mais un jour, j'ai eu la chance de voir un reportage de Mathieu Ricard. Et donc j'ai découvert le moine, l'homme, et j'ai eu une sorte de révélation. Parce que je me suis dit, mais voilà comment je voudrais être. Voilà l'exemple que j'aimerais suivre dans ma vie. Et j'ai commencé en fait à chercher, à comprendre, à essayer de me renseigner, à lire ses livres aussi. Est-ce qu'auparavant vous aviez une appétence pour la spiritualité? Je pense que j'étais en quête. Mais je n'avais pas vraiment trouvé ma voie.
Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé en cherchant, justement? Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que, comme l'écrit si bien Mathieu Ricard, c'est que, en fait, nous sommes victimes de nos propres émotions. Si on se laisse dominer par nos émotions, en fait, on ne fait pas les choses correctement. Moi, j'ai compris, par exemple, qu'il ne faut jamais prendre de décision sous le coup d'une émotion. Que les émotions, en fait, il faut les vivre, mais il faut les observer pour pouvoir les comprendre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer la méditation. Que vous pratiquez au quotidien? Que je pratique au quotidien, tous les jours, tous les matins, à 5 heures. À 5 heures du matin, je fais une demi-heure de méditation. Vous avez suivi les conseils de maître yogi? J'ai acheté son livre, le livre de la méditation, et c'est avec ce livre-là que j'ai appris tout seul. Qu'est-ce que ça vous apporte? Justement, à faire le tri dans vos émotions, à vous centrer? Ça m'apaise énormément. J'ai appris la pratique du calme mental, qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain la méditation Shiné. Et ça me permet en fait de me reconnecter à moi-même et de trouver une sorte de plénitude. Alors vous travaillez dans l'import-export. Tout à fait. Vous êtes chef d'entreprise, donc société de consommation. C'est compatible avec une vie spirituelle? Alors ce n'est pas incompatible si on essaie d'adapter les préceptes bouddhiques. C'est-à-dire que par exemple, dans le bouddhisme tibétain, on parle du dharma. Et dans le dharma, donc, il y a les fameux 8 préceptes. Il faut essayer de les adapter. On peut très bien faire du commerce tout en étant bienveillant. On peut essayer de faire... Vous êtes d'accord, Mathieu Ricard? Oui, tous les outils, que ce soit l'argent, le pouvoir, peuvent être mis au service d'autrui ou au contraire les utiliser pour faire du tort. Mais service d'autrui, c'est quand même dans le but de gagner de l'argent. Mais si par exemple j'achète des produits à des artisans et qui sont rémunérés correctement, et qu'en même temps je les revends à des épiceries fines, de façon à ce qu'ils fassent une marge correcte, je pense qu'on est dans quelque chose qui est équitable. Donc cette éthique a une importance pour vous? Absolument. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous compromettre dans des systèmes qui n'auraient pas de valeur morale à vos yeux? Je ne recherche ni la fortune, ni la gloire, ni le succès. Ce que je recherche simplement, c'est de vivre correctement. Il y a un précepte du Dharma qui dit les justes moyens d'existence. Donc c'est savoir faire la part des choses. Est-ce que vous vivez dans l'instant présent, vous aussi? Est-ce que ces techniques de méditation vous ont enseigné cela? Toujours. J'ai appris que par exemple, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est triste, c'est parce qu'on vit dans le passé. Quand on est angoissé, qu'on est stressé, c'est parce qu'on vit dans le futur. Et moi, de par mon expérience, j'ai appris qu'il fallait apprendre à apprécier l'instant présent. C'est ce qui compte. Parce que le futur se construit maintenant. Vous êtes d'accord, Yvonne, avec cette analyse? Donc, triste et malheureux, on vit dans le passé, angoissé, on vit dans le futur? Complètement. Et j'ai envie de juste souligner quelque chose pour Jean-Luc. C'est vrai que la rencontre avec Mathieu Ricard était importante parce que c'est un révélateur, donc un maître. En revanche, il faut souligner que l'admiration qui a généré votre changement, ce n'est pas de l'idolâtrie. On confond bien souvent cette admiration béate et l'idolâtrie qui amène un changement qui est là, c'est une forme d'emprise et était dangereuse. Ça, il fallait le souligner. Qu'est-ce que vous seriez devenu si vous n'aviez pas regardé ce reportage sur Mathieu Ricard? Je ne sais pas parce que c'est vrai que c'était très difficile pour moi. J'arrivais en France, je connaissais pratiquement personne, donc j'étais vraiment un petit peu désorienté. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Merci. Merci, je suis très reconnaissant. Christophe, André, on parle souvent, nous, dans notre émission, justement, de cette quête de l'ici et maintenant. Parfois, on met une vie entière à savoir lâcher prise et vivre dans l'instant. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet? Parce que finalement, on se rend bien compte que c'est la clé de beaucoup de choses, y compris pour combattre une maladie et pour arriver à y voir des choses positives. Oui, c'est-à-dire, il s'agit de rétablir des équilibres. Notre société, malheureusement, nous pousse à toujours surveiller ce qui va arriver, à faire des projets ou avoir des regrets. Et on oublie pendant ce temps-là que l'existence, c'est aussi se poser, savourer, se rendre présent à ce qu'est notre vie, instant après instant. C'est très étonnant parce que comme toutes les choses très fortes, ça paraît très simple et trop simple. Mais comptez le nombre de fois dans une journée où vous prenez le temps de vous arrêter et de vous sentir vivant. De dire, voilà, là je respire, je suis vivant, je suis présent à ce qui m'arrive et je ne suis pas dans mes idées, dans mes projets, dans mes regrets. Ce n'est pas si fréquent, sauf si
on s'entraîne si on décide de le faire. Vous méditez, vous aussi? Régulièrement, bien sûr. Moi, j'enseigne la méditation à mes patients. Si je ne médite pas moi-même, c'est un mensonge absolu. Donc, tous les matins, comme Jean-Luc, je m'assieds sur mon banc en silence et je médite. Est-ce que vous allez l'emmener avec vous dans votre ermitage? Il est déjà venu. Il est déjà venu plusieurs fois? Mathieu, Mais je voulais dire une chose à propos de cette idée, parce que là, on a eu le temps de se connaître, de parler, vous avez expliqué, donc il y a une vraie relation qui s'établit, mais aussi bien Ève que Christophe et Alexandre, ça nous arrive dans la rue de voir quelqu'un qui vous dit ça comme ça de but en blanc. Votre livre a changé ma vie. Alors en même temps, on est très décontenancé, parce que si vous voulez, on connaît personne comme un passant, et brusquement il vous dit que vous a changé votre vie. Et attendez, où est-ce qu'on est là? Donc c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce mot anodin, qui est une rencontre assez fortuite, et puis l'importance qu'on peut avoir pour quelqu'un. J'imagine que c'est pour ça que vous écrivez des livres. Oui, mais, bon, on essaie de partager. On se dit même. Alors moi, ce que je me dis dans ces cas-là, et je vous le dis maintenant, c'est que tout ce qu'on a fait, même si ça peut servir à une personne, c'est pas en vain. Donc c'est peut-être plus ça, de voir ça sur ce niveau-là, comme nos projets humanitaires. On soigne 100 000 patients par an dans des cliniques au Népal, en Inde et au Tibet. Donnez-nous le nom de votre... Karuna Setchen. Donc, par exemple, pour le tremblement de terre, on a aidé 210 000 personnes dans 620 villages quand même, 600 tonnes de riz, 15 000 tonnes. Mais je me rappelle particulièrement une femme nomade au fin fond du Tibet, veuve avec une fillette de 13 ans qui avait une tuberculose osseuse, qui était grabataire. Elle allait mourir. Bon, on l'a aidée, elle a vécu. L'année prochaine, je l'ai revue toute souriante avec sa petite fille. Rien que cette image... 15 ans de projet humanitaire, c'est probablement 1 million de personnes soignées. Je me dis, rien que cette femme-là, tous ces efforts, ça valait la peine. Merci d'être venu nous voir. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci de nous avoir livré ces témoignages qui nous ont fait du bien. Évidemment, j'imagine que vous allez avoir envie de lire ce livre coécrit par Mathieu Ricard, Christophe André et Alexandre Jolien. Vous y trouverez des clés, certainement, pour vivre mieux au quotidien. Merci également à Yvonne. On va se quitter sur un petit clin d'œil à Ève avec une chanson des Beatles, puisqu'on a appris qu'elle adorait les Beatles quand elle était adolescente. Merci à vous pour votre fidélité. On vous mettra les coordonnées de la fondation de Mathieu Ricard sur notre site internet.